Les cargos s'arrêtent, les prix explosent et l'ordre vacille. Derrière ce qui passe pour des ajustements neutres, l'Europe découvre sa dépendance à des ports et à des minerais qu'elle ne contrôle plus, et la mécanique habituelle se dérègle. Que vaut votre sécurité économique quand Ibrahim Traoré rend les règles négociables et quand cette simple bascule transforme des flux routiniers en signaux de rupture? Un siècle d'illusions se fissure et les repères élérités cessent de fonctionner. Ce récit vise un objectif précis, démêler comment des décisions présentées comme techniques ont produit un basculement durable des rapports économiques. Pour le public, le bénéfice est clair, lire l'Afrique de 2025 sans angle morts analytiques. L'enjeu dépasse la conjoncture. Quand des corridors d'exportation se figent, quand des permis sont suspendus, quand des chaînes de valeur se déplacent, les repères hérités cessent de fonctionner. Les États perdent des marges de manœuvre, les entreprises révisent leur modèle de risque et les citoyens encaissent sur des effets différés qu'aucun discours rassurant ne compense. Ce qui se joue ici n'est pas une crise passagère, mais une redéfinition des règles implicites du marché mondial. L'aide, le partenariat et la stabilité changent de sens lorsque les fournisseurs reprennent la main sur les conditions. Une question guide la suite et elle tranche dans le confort des habitudes. Comment un système réputé stable a-t-il révélé en si peu de temps sa vulnérabilité structurelle? Le signal n'a pas pris la forme d'un discours politique, mais d'un chiffre impossible à ignorer. En 2025, le prix du cobalt triple en quelques jours sur le London Metal Exchange, révélant une dépendance que beaucoup jugeaient ou maîtrisaient depuis longtemps. Ce mouvement apparemment technique indique qu'un fournisseur peut désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale sans déclaration ni mise en scène. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait des ressources, tandis que l'Europe définissait les routes, les normes et les clauses contractuelles. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Ce système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux restaient continus, les courbes demeuraient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple, sans manifeste idéologique. Pourquoi un continent riche en minerais, en terres et en énergie accepterait-il des règles façonnées ailleurs? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré devient un repère analytique, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté qui commence dans l'esprit cesse d'être une phrase abstraite pour devenir une méthode, traduite en décisions administratives concrètes. Lorsque des cargos s'arrêtent et que des permis sont suspendus, le doute initial trouve une première réponse. Ce qui semblait ponctuel marque en réalité un déplacement durable du pouvoir économique. Pour saisir le basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre les acteurs qui ont transformé une intuition diffuse en procédures concrètes. Le changement n'est pas venu d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion modestes où des équipes techniques ont relu des clauses longtemps considérées comme intouchables. Là,
Des ministres des Finances et des responsables juridiques ont compris que le levier réel n'était ni rhétorique ni idéologique, mais administratif, inscrit dans des formulaires, des calendriers et des signatures. Un premier cas l'illustre clairement. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'a pas seulement interrompu des opérations, elle a révélé que la souveraineté pouvait s'exprimer par un document gelé et un échéancier repoussé. En quelques heures, des partenaires internationaux ont demandé des clarifications, signe que l'autorité effective résidait dans la règle appliquée, non dans le discours public. Le geste était limité dans sa forme, mais son effet psychologique a été immédiat. Un second cas confirme cette logique. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a déplacé la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers ont dû reconsidérer leurs marges, tandis que les autorités ont présenté la transformation locale comme une condition minimale. Là encore, aucune mise en scène, seulement une décision technique aux conséquences stratégiques. Ces exemples révèlent un fil conducteur. Le pouvoir s'est déplacé parce que des acteurs intermédiaires ont cessé d'appliquer mécaniquement des cadres hérités. Les premiers impacts sont restés discrets, mais ils ont modifié les attentes. Les marchés ont commencé à intégrer l'hypothèse d'un fournisseur qui décide. Et lorsque la règle change, l'équilibre suit naturellement. Avant le basculement, les échanges suivaient une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles, les permis se renouvelaient presque automatiquement et les discussions commerciales restaient cantonnées à des ajustements marginaux. Les marchés lisaient de ces flux comme des constantes, intégrées au modèle de risque. Puis, en quelques semaines, cette normalité a cédé. Ce qui paraissait stable reposait moins sur des contrats inébranlables que sur l'habitude de ne pas les contester. L'activation ne fut pas spectaculaire. Elle a pris la forme de décisions administratives successives rédigées dans un langage neutre. Des gouvernements ont suspendu des permis, exigé des audits ou conditionné les exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque geste semblait technique. Ensemble, ils ont créé un effet de seuil. Les cargaisons se sont figées, les assureurs ont demandé des renégociations et les délais se sont allongés. L'ancien système a montré sa dépendance à la continuité, non à la solidité juridique. Le pic de la séquence est survenu lorsque ces décisions ont commencé à se répondre d'un pays à l'autre. La République démocratique du Congo annonce qu'aucun cobalt ne quittera le territoire sans capacité de raffinage africaine. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. En quelques jours, le prix mondial du cobalt triple. Les fabricants européens ralentissent leurs lignes et certains ports méditerranéens se vident. Ce qui était présenté comme un ajustement local devient un choc global, révélant une dépendance structurelle. Dans cette phase de tension maximale, d'autres États suivent des logiques parallèles. Le Nigeria propose des mécanismes de paiement alternatifs, contournant l'euro sans confrontation ouverte. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'est spectaculaire pris seul. Leur synchronisation, en revanche, brise un modèle qui fonctionnait par coutume plus que par loi. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur de repère. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix qui assume publiquement ce que d'autres mettent en œuvre discrètement. Lors de prises de parole mesurées, il affirme que l'Afrique ne cherche pas la rupture, mais la cohérence. Ces mots donnent une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message circule. Les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique.
Les répliques s'étant se font alors sentir en Europe. Des réunions d'urgence se multiplient et les techniciens parlent en ajustement temporaire. Mais les chaînes d'approvisionnement n'ont plus de marge tampon. Chaque cargaison manquante devient une faille. Le nickel s'agite, l'uranium se raréfie et l'automobile évoque des risques de baisse de production. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme une suite de gestes administratifs s'est transformé en tournant systémique, méthodique et durable. Le point de départ est clair et mesurable. Avant les restrictions, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale sans interruption majeure. Après les décisions successives, une seule variable déplacée a suffi à exposer la fragilité de l'ensemble. Le passage d'un flux continu à une conditionnalité explicite a transformé des données routinières en signaux de rupture que les marchés ne pouvaient ne plus ignorer. Commençons par un premier indicateur, le cobalt. Lorsque la République démocratique du Congo annonce que l'exportation sera conditionnée à une capacité de raffinage locale, le prix mondial triple en quelques jours. Ce chiffre montre que la valeur dépendait moins de la demande finale que de l'accès sécurisé à la matière. La hausse n'est pas une flambée spéculative classique, elle révèle une dépendance structurelle. Un marché qui se croyait diversifié découvre qu'un point de passage décisif n'était pas substituable à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les énergies renouvelables intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. Regardons ensuite un deuxième indicateur, les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs en euros. Ce mouvement signale une réorientation calculée, non une fuite panique. L'effet immédiat est autant psychologique que financier. Pendant des décennies, l'euro a fonctionné comme une encre perçue comme incontournable. En réallouant une part significative de leurs réserves vers des devises asiatiques et moyen-orientales, ces États démontrent qu'ils peuvent gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement souvent annoncé. Les marchés européens réagissent par nervosité tandis que les places africaines interprètent le geste comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Enfin, prenons un troisième indicateur, la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, des constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de cette alerte révèle l'absence de marge de manœuvre accumulée. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une industrie réputée robuste découvre que ses stocks tampons et ses alternatives logistiques sont insuffisants. Les ports de Marseille et d'Anvers, inhabituellement silencieux, deviennent des symptômes visibles d'une asymétrie inversée. La prospérité dépend désormais d'autorisations extérieures. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une même logique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que les paramètres mesurables ont changé. Les minerais deviennent des leviers, les devises quotidiennes se transforment en messages stratégiques et les chaînes logistiques agissent comme des capteurs de souveraineté. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Ces prises de position n'ajoutent pas de données au tableau, mais elles donnent une cohérence politique à ce que les chiffres révèlent déjà. La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets. Prix, réserve et délai industriel. Les preuves quantitatives ferment une première dette de curiosité et confirment que le basculement n'est pas narratif mais opérationnel. Pour mesurer correctement la portée du basculement,
il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux arguments dominent les analyses sceptiques, chacun appuyé par une logique qui mérite d'être examinée sans caricature. Le premier argument relève de la prudence structurelle. Selon cette lecture, les suspensions de permis, les interdictions d'exportation et les réallocations monétaires relèveraient d'une phase de négociation tendue mais transitoire. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus issus des matières premières. Les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. Dans cette perspective, l'Europe conserverait des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc. Le système actuel traverserait une turbulence, non une rupture d'époque. Le deuxième argument met en avant le risque de dépendance nouvelle. D'autres analystes soulignent qu'un éloignement de l'Europe ne garantit pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe ou les technologies importées pourraient recréer des asymétries similaires, sous des formes différentes. L'Afrique, dans ce scénario, remplacerait une tutelle ancienne par une tutelle émergente, moins visible mais tout aussi contraignante. Le discours de souveraineté masquerait alors une simple rotation des partenaires. Ces objections sont cohérentes, mais les faits observables en limitent la portée. Le triplement du prix du cobalt, l'arrêt rapide de chaînes industrielles européennes et la suspension coordonnée de plus de 30 milliards d'actifs en euros indiquent autre chose qu'un geste isolé. Il révèle une capacité nouvelle à agir simultanément sur la ressource, la monnaie et la réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation. De plus, les décisions prises par des pays au profil différent suivent une logique commune: récupérer la valeur ajoutée et redéfinir les conditions sans rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'un simple déplacement de dépendance. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré éclaire moins une idéologie qu'une méthode. La souveraineté n'y est pas un état final, mais une capacité à renégocier en permanence. Les objections rappellent les risques réels, mais les données montrent que le statu quo n'est plus le point d'équilibre. Jusqu'ici, les événements pouvaient encore être interprétés comme une succession de réactions isolées, déclenchés par des tensions ponctuelles. À partir de ce point, ils forment un cadre lisible. Les décisions africaines cessent d'apparaître comme des exceptions nationales et deviennent des références implicites pour les négociations futures. Les acteurs extérieurs commencent à ajuster leurs attentes avant même que les annonces officielles ne tombent. Le changement décisif tient dans la synchronisation des gestes. Les restrictions sur les ressources, les audits contractuels et les réorientations monétaires ne sont plus perçus comme des initiatives dispersées. Ils dessinent une grammaire commune que les marchés apprennent à lire. Les primes de risque évoluent, les calendriers d'investissement se réécrivent et les stratégies industrielles intègrent désormais l'hypothèse d'un fournisseur qui décide collectivement. C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient un point de lecture central. Non parce qu'il impose une direction unique, mais parce qu'il nomme publiquement ce que d'autres pratiquent déjà. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une transition psychologique partagée. Accepter que les règles soient négociables change la manière de les appliquer. Cette acceptation collective accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret ou qu'un sommet formel. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes et mesurables. Les effets du réalignement ne se diffusent ni instantanément ni de manière uniforme. Ils traversent quatre sphères distinctes: les États, les entreprises, les citoyens et les équilibres régionaux, et chacune révèle une facette précise du déplacement de pouvoir en cours. Observer ces effets
permet de mesurer si le basculement reste théorique ou s'il transforme déjà les pratiques quotidiennes. Pour les États, l'impact est d'abord institutionnel. Les gouvernements africains récupèrent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes. La suspension de permis, l'audit de contrats anciens et la redéfinition des règles d'exportation permettent de fixer des priorités sans validation préalable. Cette autonomie reste exigeante. Elle suppose une coordination étroite entre administration financière, juridique et industrielle. Là où cette cohérence progresse, l'État devient stratège. Là où elle manque, les tensions internes réapparaissent. La référence à Ibrahim Traoré prend ici un sens opérationnel. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque procédure. Pour les entreprises, les conséquences sont asymétriques. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à de nouvelles obligations: participation nationale, transformation locale et transparence contractuelle. Certaines y voient une contrainte qui réduit les marges à court terme. D'autres anticipent un repositionnement plus durable fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur. En Europe, l'effet est plus abrupt. Les industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Les alertes sur l'automobile, l'électronique ou l'énergie traduisent moins une crise conjoncturelle qu'un défaut de préparation à la négociation souveraine des fournisseurs. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans les grandes métropoles africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public. L'idée d'une seconde indépendance circule, portée par la perspective d'emplois industriels et de recettes mieux captées. Dans les zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent différés, tandis que les ajustements peuvent ne provoquer des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. À l'échelle régionale et géopolitique, le déplacement est tout aussi net. L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite. Les États-Unis hésitent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe s'imposent comme partenaires majeurs sans cadre unique. L'Afrique n'est plus un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. Dans ce paysage recomposé, Ibrahim Traoré agit comme un repère narratif. Il rend lisible un changement déjà intégré par les acteurs stratégiques. Ses conséquences convergent vers une même conclusion. Le basculement est désormais tangible. Il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions, bien au-delà des discours. À court et moyen terme, l'évolution du réalignement africain peut suivre trois trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine, chacune dépend de la capacité des États à coordonner ressources, monnaie et alliances sans rompre les équilibres internes déjà fragiles. Le premier scénario est celui d'une consolidation prudente. Dans cette trajectoire, les gouvernements poursuivent la renégociation progressive des contrats d'extraction et de transformation. Les restrictions à l'exportation restent ciblées, évitant des chocs frontaux. La diversification des réserves monétaires se fait par paliers afin de limiter les effets de volatilité. Les projets industriels avancent à capacité partielle, soutenus par des partenariats multiples. L'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif. Le système évolue par ajustements successifs, plus lents que les annonces initiales, mais suffisamment cohérents pour stabiliser la transition. Le deuxième scénario est plus optimiste, celui d'une intégration accélérée. Il suppose une coordination régionale plus rapide et plus lisible. Les plateformes de paiement gagnent en interopérabilité. Les règles sur les ressources deviennent prévisibles, ce qui réduit l'incertitude pour les investisseurs. Les projets de transformation locale attirent des capitaux orientés vers le long terme.
Dans ce contexte, les États africains négocient à partir d'une position collective plus claire. La valeur ajoutée progresse sur le continent et les partenaires extérieurs s'ajustent à des conditions nouvelles plutôt que de les contester. Le troisième scénario est dégradé, marqué par la fragmentation et les pressions croisées. Il apparaît si les intérêts nationaux divergent trop fortement. Certains pays privilégient des recettes immédiates, d'autres bloquent des flux sans alternatives industrielles prêtes. Les tensions internes ralentissent les projets logistiques. Des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. La dépendance à de nouveaux partenaires technologiques risque alors de recréer des asymétries sous une forme différente. Face à ces trajectoires, une posture analytique s'impose. Il ne s'agit pas de lire le réalignement comme une rupture binaire, mais comme un gradient de coordination. Si les règles restent cohérentes, la transition gagne en crédibilité. Si elle se fragmente, l'incertitude reprend le dessus. La variable décisive des prochains mois ne sera pas la rhétorique, mais la continuité stratégique entre décisions économiques et objectifs politiques. Pour les lecteurs professionnels, analystes, dirigeants, décideurs publics, ce moment agit comme un test stratégique immédiat. Les modèles de risque fondés sur la continuité des flux apparaissent insuffisants. Il devient nécessaire d'intégrer des variables longtemps secondaires, capacité de transformation locale, coordination réglementaire africaine et crédibilité des cadres juridiques émergents. Anticiper ces paramètres ne relève plus de la prospective lointaine, mais de la gestion courante. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience. Ceux qui attendent subissent des ruptures qu'ils ne peuvent plus qualifier d'imprévues. Pour un public plus large, attentif aux dynamiques géopolitiques, l'histoire fonctionne comme un révélateur. Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, produisent des effets systémiques. La puissance ne se manifeste pas uniquement par des sommets, des alliances militaires ou des annonces spectaculaires, mais par la maîtrise des règles économiques. Cette lecture modifie la manière d'interpréter l'actualité internationale. Elle invite à regarder au-delà des déclarations et à suivre les procédures, les lois et les chiffres qui structurent réellement les rapports de force. Pour les communautés africaines et la diaspora, l'impact est plus intime. Le réalignement ravive une mémoire longue, faite de dépendances héritées et de marges de manœuvre limitées. Voir des États renégocier, suspendre ou redéfinir des cadres anciens suscite une fierté mesurée, mais aussi une exigence nouvelle. La souveraineté devient un processus à surveiller, non un slogan à célébrer. Les attentes augmentent, tout comme la responsabilité des gouvernants. Ces trois regards convergent vers un même point. Le changement en cours oblige chacun à réapprendre sa place dans un monde où les fournisseurs deviennent des décideurs à part entière et où la stabilité apparente ne garantit plus l'équilibre réel. Pour que la dynamique enclenchée ne reste pas un moment isolé, une méthode s'impose. Elle ne repose ni sur l'idéologie ni sur l'urgence symbolique, mais sur une séquence d'actions déjà visible dans les décisions récentes. Cette feuille de route vise à transformer un basculement politique en capacité durable, mesurable et crédible dans le temps. La première étape consiste à formaliser la gouvernance des ressources. Les États qui introduisent la notion de minéraux stratégiques doivent l'ancrer dans des cadres précis. Critères de participation nationale, exigences de transformation locale, et audit indépendant et calendrier transparent réduisent l'arbitraire. La souveraineté cesse alors d'être déclarative pour devenir procédurale. Vérifiable à chaque contrat signé. La deuxième étape porte sur l'architecture monétaire régionale. La diversification des réserves
et les mécanismes de paiement alternatifs montrent une volonté réelle. Pour éviter les tensions internes et les réactions désordonnées, ces initiatives gagnent à être coordonnées par des instances communes capables d'évaluer les risques, d'harmoniser les règles et d'anticiper les pressions extérieures. La cohérence monétaire devient un facteur central de crédibilité. La troisième étape concerne les partenariats industriels. Les accords conclus avec l'Asie, le Golfe ou d'autres partenaires n'ont d'impact structurel que s'ils soutiennent la transformation locale. Ingénierie, formation et transfert de compétences doivent être intégrés dès la négociation. Sans cela, la dépendance change de forme sans disparaître. La quatrième étape est culturelle et politique. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique. Lorsque la liberté est décrite comme un point de départ mental, elle rappelle que la souveraineté se joue dans les détails quotidiens. Rédaction des contrats, contrôle institutionnel, transparence administrative et vigilance citoyenne. C'est cette discipline qui conditionne la durée du basculement. L'image qui demeure n'est pas celle des marchés affolés ni des sommets officiels. Ce sont ces salles discrètes évoquées plus tôt, sans décor ni caméra, où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, un geste apparemment banal, une clause annotée, un calendrier modifié, un permis suspendu, a suffi à déplacer un équilibre que beaucoup croyaient immuable. Ce motif donne sa cohérence à l'ensemble du récit. Avec le recul, le basculement n'apparaît ni soudain ni spectaculaire. Il se révèle progressif, presque silencieux, porté par une accumulation de décisions précises. C'est précisément ce caractère méthodique qui en fait la force. Le changement n'a pas été imposé par la confrontation, mais par la maîtrise patiente des règles et des procédures. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans des actes concrets. Ces mots résonnent ni moins comme un slogan que comme une discipline. Accepter de revisiter ce qui semblait acquis. La phrase qui résume ce parcours tient en peu de mots. La dignité change la direction du monde. Elle relie les décisions techniques à leur portée humaine. Elle rappelle que les grandes transformations naissent rarement du fracas, mais de la détermination calme de ceux qui décident que le statu quo n'est plus tenable. Ce récit n'a pas pour objectif de clore un débat, mais de l'ouvrir sur des bases plus solides. Le réalignement en cours n'appelle ni célébration automatique, ni inquiétude réflexe. Il exige une attention nouvelle capable de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles. Observer ces dynamiques avec rigueur devient une responsabilité partagée au-delà des positions idéologiques. Pour celles et ceux qui suivent ces évolutions, l'enjeu n'est pas seulement de comprendre, mais d'adapter leur manière de penser l'économie mondiale. Lorsque les fournisseurs deviennent des décideurs à part entière, les catégories héritées cessent d'être suffisantes. Le dialogue gagne alors en lucidité à condition d'accepter l'incertitude comme donnée centrale, non comme une anomalie à corriger. L'espace reste ouvert pour confronter les analyses, questionner les hypothèses et enrichir la compréhension collective. Les désaccords argumentés, les lectures critiques et les compléments d'information ne fragilisent pas le débat. Ils le rendent plus utile et plus honnête. Une question demeure, volontairement sans réponse définitive. Comment chacun peut-il ajuster ses décisions, professionnelles ou citoyennes, dans un monde où les règles économiques ne sont plus implicites, mais négociées en permanence?